Une utilisatrice qui s'appelle Sophie, qui était avec moi à Vivatech, elle a dit cette phrase: grâce à Concierge, je me sens comme une superwoman. C'est vraiment cette notion de je suis augmenté par l'IA et par l'IA générative. C'est un outil comme un autre. La valeur qui ressort, 2,1 heures en moyenne de gagner par semaine. 80% de nos utilisateurs disent que grâce à Concierge, ils prennent de meilleures décisions avec tous les use cases qu'ils peuvent faire, ça va plus vite, etc. 78%, je pense, ils disent que ça les aide dans leur équilibre vie perso, vie pro. Depuis qu'on a lancé, en juin, on était à 3 et je crois qu'on est à 4 millions de conversations qui ont eu lieu sur Concierge depuis. On a construit Concierge avec 5 personnes. J'avais 3 devs, un designer. C'est très peu. Effectivement. Moi, je priorise à 80% en regardant le feedback des utilisateurs. Ils nous parlent beaucoup. Je crois qu'on a 60 000 lignes de feedback. Je dis toujours, pour faire un produit, il faut why, data, data, data. Faut que tu saches pourquoi, et avoir de la data pour backuper. Bienvenue dans AI Impact, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de l'IA et du machine learning dans un contexte business. Je suis Kémon Bay, fondateur et CEO de Quickscale AI. Après plus de 12 ans à déployer des solutions IA dans différents secteurs et à faire grandir des équipes, j'ai décidé de créer AI Impact. Ici, je vous emmène au cœur des projets déployés en production avec celles et ceux qui les construisent, pour que vous puissiez tirer parti, vous aussi, de leur expérience. Que vous soyez simplement intéressé par ces sujets qui montent, que vous soyez un décideur, ou vous soyez un expert qui est déjà à la manœuvre sur ces sujets, on décortique pour vous la valeur créée, les défis, les galères et les choix techniques, organisationnels, humains derrière la réussite de ces projets. Alors installez-vous confortablement et place à l'épisode du jour. Bienvenue Cyril dans ce nouvel épisode de AI Impact. Ça me fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés à Vivatech où je t'écoutais parler de ce sur quoi on va discuter, c'est-à-dire de Concierge, l'assistant IA pour Sanofi. Donc tu es Product Manager sur Concierge chez Sanofi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu imaginais être plus grand quand tu étais petit? Alors, mon rêve, c'était de devenir chanteur. Ok. Et donc, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup chanter. Et évidemment, mes parents... j'ai grandi au Liban aussi, donc un peu de contexte. Là-bas, il fallait être médecin-ingénieur en général. Donc, j'ai grandi là-bas. Je suis arrivé en France à 16 ans. Je suis franco-libanais. Et donc, c'était plus une passion qu'un métier. Donc ça, c'était très jeune. Après, j'ai continué des études classiques, bac S, etc., pour m'ouvrir le plus de portes. Et après, je suis parti dans des études de commerce international, affiner aussi mes langues. Et après, j'ai fait une école de commerce classique avant de... Mais tu vas nous raconter un peu tout ça, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, Sanofi, c'est un énorme groupe. Et ce que vous avez réussi à faire avec votre équipe, c'est de déployer un assistant IA pour plus de 70 000 collaborateurs. Donc, ça va être super intéressant de comprendre comment vous l'avez fait. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ce que tu racontes, tu n'étais pas forcément sur des sujets techniques, pas forcément de raisons qui te prédestinaient à être ce que tu es aujourd'hui chez Sanofi. Comment tu es arrivé à bosser dans l'IA? Alors, le chemin était très intéressant, parce qu'en fait, comme je viens de le dire, je n'ai pas un background technique du tout. Mais en fait, j'ai commencé en marketing dans un groupe de oil and gas. Je m'occupais des opérations marketing du réseau de stations essence d'une entreprise française, italienne, qui est implantée en France. Et donc, j'ai commencé par faire ça. J'ai vu que ça ne me plaisait pas vraiment, le marketing. Okay. Et après, j'ai eu une opportunité chez Sanofi dans la santé, où j'étais plutôt attiré, alors moins par la mission, mais plus par le purpose, je ne sais pas comment on dit en français, de l'entreprise, le but ultime de l'entreprise, les missions, voilà, exactement. C'est qu'on fait tout pour nos passions, donc ça me donnait beaucoup plus envie de rentrer là-dedans. J'ai un grand-père médecin, etc. Donc on attendait peut-être de moi d'être médecin, je pense aussi, quand j'étais plus petit. Donc je pense inconsciemment, j'ai dû partir là-dedans. Et en fait, donc, je suis rentré dans le groupe Sanofi. J'étais au vaccin, en supply chain, pour faire de l'analyse, pour mettre en place des indicateurs de performance. Excel, data, c'était il y a 11 ans, il n'y avait pas encore l'IA, tout ça, mais j'étais pas, enfin un peu plus de 10 ans, mais je n'étais pas vraiment expert là-dedans. Et j'y suis allé, j'ai monté ça comme un projet, j'ai mis ça en place. Et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai bougé pas mal dans l'entreprise. Et après, en fait, on m'a appelé à Paris pour être chief of staff d'un membre du COMEX pour un projet de transformation. Et là, en fait, je suis resté à peu près 2 ans. Et là, ma mission, c'était de mettre en place une façon de faire ou une méthodologie pour prioriser le nombre de projets. C'était un énorme groupe. Il y avait plein de projets de partout, dans tous les sens. Et
on savait qu'il y avait des points de convergence et c'est d'essayer d'apporter un peu ce moment où ils se trouvaient les composants et les points de connexion entre eux. Donc, j'ai fait ça pendant un moment. À quelle période là ? Là, on est en 2017-18, à peu près. Ouais. Et donc, après ça, donc toujours pas vraiment de produit, mais je pense que tu commences à avoir un peu la trame de... Voilà. Et pareil, je l'ai construit, enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai construit plein de choses autour, notamment pour demander l'information au project manager. C'était des milliers de projets qu'il fallait recenser. Il n'y avait pas d'outils spécifiques à l'époque. Donc pareil, j'ai développé quelque chose pour récolter ces données en parlant aux utilisateurs, en ayant 2-3 utilisateurs de mon côté qui comprenaient pourquoi on faisait ça et qui m'aidaient à structurer le tout. Et donc, en fait, c'est là où ça commence à devenir intéressant, où là, j'ai commencé à faire du produit sans savoir que je faisais du produit. Je me suis rendu compte, en parlant à tous ces project managers, qui ont un rôle un peu générique, où tu leads un projet, etc., qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver les ressources, les outils, les méthodologies de comment faire un projet. C'était le leader a dit il faut faire ça, hop, on prend une personne qui sait à peu près se dépatouiller. Elle va essayer de leader un projet coordonné entre les équipes, etc. Essayer de respecter les jalons tant bien que mal, mais toujours dans la douleur. Et toujours toujours dans la douleur. Ouais, je vois très bien. Et donc, quand on a fait ce recensement, etc., en parlant avec ces 2-3 alliés que je m'étais trouvé pour construire tout ça, parce qu'évidemment, ça demande du travail de faire remplir des rapports. Personne n'aime ça. Tout le monde disait laisse-moi faire mon taf, quoi. Et donc, en discutant avec eux, donc, je me suis rendu compte de ça. Donc, j'ai trouvé un besoin, tout simplement. Encore une fois, avec le recul et la maturité, j'arrive à mettre des mots un peu sur la méthodologie qu'on a mis en place. Et j'ai commencé à monter en fait une communauté de projets avec ces utilisateurs et en faisant un peu de l'agile, en disant OK, les 3 gros épiques, sans savoir ce que c'était, c'est ça, ça, ça. Quels outils, quels documents et une communauté où je peux partager mes connaissances, quoi. Donc, on a monté un site web en interne avec les moyens du bord. J'ai fait du coding sur SharePoint à l'époque pour monter le truc. Ça, pareil, c'était il y a 6, 7, 8 ans. Des communautés sur les réseaux sociaux internes où les gens pouvaient poser des questions, se parler, apprendre à se connecter. On organisait des webinaires, etc. Et on faisait des releases un peu tous les mois à l'époque. Donc, on faisait du produit sans vraiment savoir qu'on faisait. Mais parce que tu étais accompagné par... des gens techniques avec toi ou tu étais vraiment pas en du mode tout. En fait, c'était 3 project managers à l'époque qui, je pense, se reconnaîtront s'ils voient ils écoutent ce podcast, qui ont monté avec moi. En fait, on se divisait chacun un peu les trucs. Trop sympa. Et en fait, à l'époque, je me souviens, j'allais sur des forums Reddit pour voir comment coder en JavaScript sur SharePoint. Tu vois, j'avais jamais fait ça. J'ai fait des trucs basiques. J'ai mis un search, j'ai fait du meta-tagging sur les documents, les outils, etc. Parce que là, c'était un peu la logique du sujet, quoi, de façon archaïque. Donc voilà, ça, c'était la partie où on s'est amusé avec ça. Et en fait, en montant cette communauté, une personne des RH qui avait vu cette communauté, on est monté à 3000 utilisateurs qui se connectaient, qui commençaient à monter le truc. Donc c'est un beau petit succès à mon échelle de l'époque. Je devais avoir, je sais pas, 27, 28, 29, un truc comme ça. Et donc, on m'a contacté, on m'a proposé de prendre en charge soit la culture d'entreprise, parce qu'il y avait un volet culture, etc., soit la partie digitale de la RH. Et donc, j'ai décidé de partir sur la partie digitale de la RH. Donc, en fait, j'étais en lead de la stratégie digitale pour la RH du groupe. Et là, j'ai mis en place la roadmap de la RH. Et toujours avec ce côté, il y a un peu un fil conducteur, un peu où je veux aller aussi par rapport à la chanteur, si tout le monde à être chanteur, si tout le monde suit. C'était de mettre en place une roadmap stratégique en partant du besoin de l'audience et de l'utilisateur. Et qu'au lieu qu'on ait le learning qui veut un outil, le talent développement qui veut un outil, etc., qui veut un outil, c'était d'établir une stratégie. Je me souviens encore des carrés là, avec les couleurs. C'était I want to join, I want to develop, I want to learn, etc. Et en fait, j'avais essayé de bucketer ça d'un point de vue besoin utilisateur. On regarde ça d'un prisme plutôt à l'envers. C'est pas nous, qu'est-ce qu'on veut offrir en tant que fonction à nos utilisateurs, mais qu'est-ce que les utilisateurs attendent de nous, quoi. Donc, on a fait ça.
on avait cette roadmap, on l'a mis en place. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, le CDO de l'époque, qui n'est plus chez Sanofi aujourd'hui, pendant un call, en gros, après, me demande si je souhaitais rejoindre l'équipe digitale pour prendre en fait l'ownership d'un gros produit de système RH chez nous, qui est un système, un SaaS qu'on configure. Et je lui avais dit non, parce que il y a un problème un peu plus large que j'aimerais tacler, qui est le problème de l'expérience employée. Nice. Et donc, comme j'avais fait ce mouvement, la HR, je commençais à voir en fait qu'un employé Sanofi, et c'est la même chose il y a 2 ans à Vivatech, ou 1 an quand j'avais parlé un peu de ce problème, plein de gens de plein de groupes qui étaient venus me voir. On est des grands groupes, il y a plein de gens, il y a plein d'endroits, il y a plein d'outils, il y a plein de process, il y a des pays, il y a des localités, il y a des exceptions, chacun a ses besoins, etc. Et l'employé là-dedans était un peu perdu, donc j'ai pris... il m'a donné carte blanche, il m'a dit monte ton équipe, monte ton département. Donc j'ai monté un département qui était nouveau, qui s'appelait Digital Employee Experience. Et donc on a fait de la recherche, des surveys, etc. Et on a commencé à prioriser les outils et les expériences qui étaient les plus painful, notamment la demande de support, le support IT, le support business, le développement, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a priorisé ça. Et en fait, j'ai pris le leadership de plusieurs product owners dans l'équipe et on a monté une roadmap pour essayer de mettre ça en place. Par exemple, on avait 7 outils où tu pouvais demander du support, ouvrir des tickets sur un sujet A, B, C en fonction de ton pays, etc. Et on n'en a mis qu'un seul. Mais c'est intéressant ça parce qu'en fait, toi, tu arrives avec une nouvelle équipe, avec l'ambition quand même de rationaliser des outils, l'expérience dans ces outils, mais j'imagine, comme c'est en général le cas dans les grands groupes, où il y a une organisation parfois par outil, par application, avec un ownership où ils vont peut-être pas forcément voir d'un bon œil quelqu'un qui vient de l'extérieur en disant votre outil il est un peu mal foutu, etc. On va le changer. Comment tu naviguais dans cet environnement et quel sponsorship tu avais justement pour actionner en fait les leviers que tu voulais mettre en place? Excellente question. Donc il y avait déjà un sponsorship. Donc il y avait, quand j'avais rejoint à la fin des RH, il y avait une nouvelle Chief People Officer, il y avait notre nouveau PDG. Donc il y avait vraiment une ambition de transformation de l'entreprise. Et on est en train de transformer. On avait une stratégie Play to Win aujourd'hui qui est Take the Lead. On est all-in en AI, j'en parlerai un peu après. Et l'expérience était un gros besoin parce qu'en fait, toutes les études montrent, en plus c'est pragmatique, il n'y a pas besoin d'études, qu'un employé heureux est plus productif et un employé tout simplement qui trouve comment avoir accès à cet outil pour faire son travail plus rapidement, il ou elle pourra faire son travail plus rapidement. Donc il y avait effectivement un sponsorship, alors ce n'est pas une initiative par le PDG directement qui était sponsorisée, mais il y avait un peu cette fibre. Mais surtout, ce que j'ai encore utilisé cette fois, c'était les utilisateurs, les employés. C'est-à-dire que j'avais de la donnée. J'avais un pourquoi je veux faire ça. Et donc, effectivement, j'avais le business en face. Et on a toujours fait comme ça, et le process. Et nous, on a ce besoin spécifique. Promis, nous, on est différents. Nous, on est différents. C'est pour ça qu'on a besoin de 15 outils pour... Je dis, mais pensez à l'utilisateur. Regardez ce que tu pouvais baquer ton discours par le fait que les gens avaient dit explicitement ça, c'est l'horreur pour avancer, etc. Non, Je dis toujours, pour faire un produit, il faut why, data. Il faut que tu saches pourquoi, et avoir de la data pour backuper tout ça. Surtout alors c'est peut-être un peu moins le cas dans une startup. Peut-être si tu as besoin de prouver à tes investisseurs qu'il y a un besoin, mais en entreprise, ou en tout cas dans le monde d'entreprise, c'est plutôt, on est tellement tous en train de courir la tête dans le guidon qu'on n'a peut-être pas le temps de regarder ça. Donc c'est apporter cet angle de dire, d'un point de vue utilisateur, voilà ce dont ils ont besoin. J'ai une petite anecdote aussi par rapport à ça. J'avais mis en place un outil quand j'étais à la RH pour mettre en fait en contact des employés et des projets. C'était tout nouveau et en fait on voulait faire du matching pour cross-polliniser, cross-fertiliser une personne qui est en R&D, qui a une compétence qu'elle aimerait développer sur de la com, qu'elle aille travailler sur un projet de com, etc. Donc c'était ça le but. Et pour le faire, évidemment, la data dans l'IA, c'est un modèle d'IA, et dans l'IA, il faut de la donnée. Forcément, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, c'est clair, encore plus clair aujourd'hui. À l'époque, c'était un peu plus un combat. Et je me souviens, je m'étais un peu battu avec les organisations
parce qu'il disait: «Oui, on va envoyer des mails à tout le monde pour leur dire remplissez vos compétences dans le système, comme ça, Ouais. il De faut, façon très top-down, voilà, on très t'impose top-down, à faire. etc.» Ouais. Et moi j'ai dit: «Non, moi je donne l'outil et dans les communications, etc., j'expliquerai que pour avoir un bon matching, il faut que votre profil soit à jour et ait les compétences, sinon vous aurez des matchings qui ne vont pas avec votre plan de développement.» Donc j'ai remis en fait le besoin de l'utilisateur et la responsabilité, Ouais. au lieu de dire c'est un devoir et tu dois faire ça, lui créer un pourquoi je dois faire ça. Ouais. Et c'est une Et le coût méthode d'opportunité de ne pas le faire. Si tu le fais pas, tu n'auras Bien peut-être sûr. pas l'apport qui te convient et auquel tu aspires dans Exactement. l'organisation. Exactement. On n'est pas dans l'administration française Mm. où pour avoir tes impôts ou ta réduction d'impôts, il faut que tu remplisses la fiche. Du coup, tu vas le faire. Mais s'il n'y avait pas de carotte, en fait, voilà, Ouais. c'est un peu trouver cette carotte, ce truc qui va engager et ne pas, comme on a peut-être pu faire historiquement, faut remplir tes congés, faut remplir tes machins, faut remplir tes machins. Yes. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu ce concept-là et qui finalement a très bien fonctionné. Et qui est lié au concept du why que tu disais. Et qui est exactement lié au concept du why parce qu'ils ont un pourquoi, un purpose, encore Yes. une fois. Ok, intéressant. Et du coup, All in on AI, tu en as parlé. Qu'est-ce que tu as vu changer au cours de ces dernières années, parce qu'on va arriver à ton expérience actuelle, chez Sanofi, où il y a eu de façon complètement affichée une ambition portée par le PDG de dire qu'on veut être la première boîte pharma powered by AI dans toutes les dimensions de nos métiers. At scale, hein, tu la connais. Quand tu me posais la question, il faut que je la traduise en français. Mais du coup, raconte un peu, effectivement, toi qui vis ça de l'intérieur, comment ça se matérialise et qu'est-ce qui fait que voilà, on t'a donné aussi la possibilité de faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, donc il y a deux éléments. Effectivement, il y a cette ambition très grande et très poussée par notre PDG Paul Hudson, qui a été de dire « We want to be the first biopharma leveraging AI at scale ». Et en fait, le mot « at scale » est important. Ouais. C'est que dans cette ambition et quelque part dans cette stratégie, on ne voulait surtout pas faire du sur-mesure, des petits trucs un peu à droite à gauche, des POC un peu partout. On voulait vraiment trouver des cas d'usage qui allaient avoir de l'impact pour l'entreprise. Et depuis qu'on a mis cette ambition en place, du côté digital, on a mis en place des accélérateurs digitaux. C'est-à-dire qu'on a créé des entités au sein de Sanofi, mais qui travaillent un peu de façon à part, où c'est les meilleurs data scientists, les meilleurs développeurs, les meilleurs software engineers, transverse à l'organisation, les meilleurs product owners, avec un focus commercial, corporate. R&D. Là, on vient d'ouvrir Manufacturing and Supply à Lyon. Il y a un R&D qui a ouvert il y a quelques mois. Et donc, il y avait un peu cet environnement un peu start-up, un peu agile, un peu produit pour être dans le paquebot Sanofi, qui est une grande entreprise, mais aussi avoir cette agilité de pouvoir aller vite, de fail fast, learn fast, etc. Donc, il y avait déjà ce moule qui nous a permis de faire ça. Et donc, ce qui m'a fait arriver avec cette ambition en fait, qui nous portait un peu tous, et les éléments qui ont été mis en place pour vraiment la mettre en place, je suis passé, donc maintenant je suis au sein de cet accélérateur, où j'ai pris en charge en fait le produit concierge. Et donc la transition, elle s'est faite que donc j'ai... Et du coup, là-dessus, en fait, est-ce que ces équipes-là, elles ont été montées, comme toi, de gens qui venaient d'autres entités, et j'imagine aussi de recrutement externe? Comment, en fait, comme tu le dis, dans une boîte où il y a une culture et un legacy aussi grand que celui de Sanofi, tu arrives à créer justement cette fibre un peu learn, fail fast, start-up, et on itère rapidement. Qu'est-ce qui, pour toi, a été en fait intentionnellement mis en place pour arriver à mettre ça? Donc, je pense qu'il y a ce qui a beaucoup joué, c'est une personne, un homme, notre Chief Digital Officer, Emmanuel Frénéard, qui venait de ce monde et qui a vraiment essayé d'inculquer ça dans les accélérateurs. Physiquement, ils sont un peu séparés de Sanofi, donc c'est des bureaux à part. Le style des bureaux est très différent. On fait des stand-up réguliers toutes les semaines, tous ensemble. Il y a un peu cette ambiance start-up, il y a des post-it partout sur les murs. On fait des workshops, ça parle, il y a de la musique. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est très dynamique. C'est pas jeune, mais c'est très dynamique. Enfin, c'est pas jeune. Il n'y a pas que des gens qui ont 20 ans ou des. Enfin voilà. Mais c'est vraiment un autre mindset. Et dans le recrutement, donc comme tu dis, il y avait des nouveaux. Évidemment, c'était des compétences de data scientist, de MLOps, de PO, de vrai product owner, de software engineer, de full stack, etc.
on a dû beaucoup recruter. Donc, ce qui a apporté un peu du sang nouveau. Et dans le recrutement, il y a un travail incroyable qui a été fait sur le fit culturel. Yes. Tu vois, enfin, bien sûr. Je suis pas dedans, mais on le voit que les personnes sont choisies aussi beaucoup en fonction de leur personnalité, de leur mindset. Je dis toujours, l'agilité, c'est un mindset. Il y a des méthodos, mais c'est toujours un mindset. Donc ça a aussi été mis en place. Et puis, comme je disais, il y a aussi, et notamment sur Concierge, ce que je dis souvent, on avait la vision, on m'a donné la vision, on m'a donné les ressources, on m'a donné la confiance et on m'a donné le terrain de jeu. Ok. Pour y aller, tu vois, sans pression à faire des product reviews avec tout le leadership tous les 2 jours. C'est vraiment, OK, il y a ça, on te fait confiance. Alors évidemment, au début, il fallait prouver que ça marchait. Ouais. Et après, on y allait. On en parlera, j'imagine, un peu plus dans le détail après. Ouais, complètement. Mais du coup, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, il y a, et on le voit aussi dans des grosses boîtes où il y a eu cette vague de formation assez massive aux collaborateurs, à l'agilité, au lean startup, etc. Mais parfois, tu restes un peu à la surface. Donc oui, il va y avoir des post-it, il va y avoir toute la comitologie agile, on va faire du poker pricing, enfin tout ce que tu veux. Mais derrière, il y a quand même du mal à sortir des projets, d'être un peu frileux, de dire au management ça marche pas parce qu'on va nous cutter les budgets. Et en fait, tu vois, ce côté fail fast. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'on t'a donné aussi cette confiance de se dire vas-y. Et du coup, parle-nous un petit peu de la jeunesse de ce projet qui est Concierge. Et qu'est-ce qui fait que, voilà, toi, tu n'es pas du sérail agile à proprement parler et tu as des vraies convictions là-dessus. Qu'est-ce qui fait que pour toi, en fait, Concierge est allé aussi vite, aussi fort comme ça a été le cas? Alors, effectivement, donc je crois qu'on en avait parlé. Pour moi, enfin, l'agilité, alors évidemment, il y a une grosse transformation aussi au digital. Ouais. On a tous été formés à l'agilité pendant des mois, des années. Ouais. Donc, c'était tout type de training, de learning, de travailler avec des expériences en faisant des projets, etc. Mais je dis, comme je le dis toujours et comme je viens de le dire, pour moi, c'est un mindset avec des ingrédients. Et pour moi, il y a une différence, et des fois, on les confond entre le message et l'essence de l'agilité Yes. et la méthodologie de l'agilité. Et je le dis toujours, écrire un ticket avec en tant que machin, as a user, I want to. Ok, super, mais in the end, qu'est-ce que je veux faire? Je veux écrire une feature pour un produit en partant du besoin de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment pour moi le mindset. Et je reviens à un peu cette ligne conductrice un peu de chanteur, je pense. Ouais. Tu vois, c'est un peu la partie partager, comprendre les émotions, donner des émotions. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « humans over processes ». Nice. Et que pour monter un produit, j'aime bien aussi ce concept de minimum lovable product. On dit MVP, minimum viable product. Moi, j'aime beaucoup le lovable product. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Concierge. Et donc, j'en viens à ta question sur la genèse et le pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept de minimum lovable product, comment tu le distingues par rapport au viable? Bonne question. Alors, pour moi, un minimum MVP, minimum viable product, c'est un produit qui a un job, il y a un job to be done, il y a une tâche à faire, un truc que tu veux faire. Et tu es là, tu dis, OK, j'arrive à délivrer le minimum de la valeur. Je peux booker, quand je commande une pizza, la demande, elle va chez le pizzaiolo et il sait l'adresse et ainsi de suite. Le lovable product, c'est au-delà de ce job to be done, c'est que j'arrive à m'attacher au produit parce qu'il répond à un besoin, à quelque chose d'émotionnel. En fait, il répond à une frustration. Et une frustration, c'est un sentiment. Tu vois, c'est pas pragmatique. C'est pas, OK, regarde, il y a tous ces trucs, tu peux cliquer partout, super, ça répond. Mais c'est, OK, ça répond à une frustration vraiment interne, intérieure à moi-même en tant qu'utilisateur. Et en fait, j'aime ce produit parce qu'il me sauve la vie ou il me rend meilleur. Et on parlera un peu des retours des utilisateurs qu'on a eu après, notamment sur cette notion d'attachement au produit. Ok, super Cyril, du coup, parle-nous un peu de Concierge. Et la jeunesse du produit, si on revient à ça, comment ça s'est lancé, si on part du besoin? Quel était le besoin et comment vous y avez répondu concrètement? Donc, comme je disais, le sentiment, le besoin, comprendre les utilisateurs, vraiment partir de là. Le constat, il était très simple et on savait le problème. Et encore une fois, on n'est pas les seuls. Le premier besoin, c'était que les employés, je l'ai mis en 2 mots, c'est orientation
et navigation. Donc, c'est get answers and get things done. C'est les 2 piliers de ma stratégie. Donc, des surveys, des interviews, etc. On savait que le problème, c'était que nos employés, ils avaient une abondance d'informations. Ils avaient une expérience qui était fragmentée d'un point de vue digital. Donc, ça a commencé de ce constat. On a plus de 3000 outils au sein de l'entreprise, des centaines d'endroits, de documents, de milliers de documents avec des processus, des formulaires à remplir, etc. Ça, c'était le constat. Nos employés, ils veulent des réponses rapides et ils veulent faire leur travail, quoi. Donc, on est parti de ce constat et on a commencé à construire le produit. Et je me souviens encore, donc on était allé à Vivatech montrer le prototype. J'avais le PDG qui était venu à mon stand, je montrais un prototype et je faisais attention à ce que je disais. Est-ce qu'on va réussir à faire exactement ça? Parce que c'était juste, conceptuellement, voilà ce qu'on veut faire à peu près. On ne savait pas si on allait pouvoir le construire. Et c'était quand ça? Ça, c'était l'année dernière. Vivatech de l'année dernière, donc juin de l'année dernière. Et on a sorti le POC, je crois, c'est juin ou mai l'année dernière? Ouais, c'était en mai, je crois qu'ils ont repassé. On a sorti le premier POC en mai. Donc, on a sorti le POC en mai 2024, du coup, voilà, c'est ça. En mai 2024, et j'avais déjà, je pense, 30 ou 50 utilisateurs. Et donc, j'étais déjà parti, en fait, des utilisateurs dès le début. Et on faisait des webinars toutes les semaines. Quand tu dis t'es parti des utilisateurs, c'est que ces 30 à 50 utilisateurs, ils étaient un peu des design partners qui avaient été sélectionnés pour co-construire le design de la solution? Oui, en quelque sorte. Mais en fait, tout simplement, tactiquement, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait le problème. On a commencé à designer avec notre designer, le designer du produit, donc on l'appelle le CX, Consumer Experience, qui sont des experts là-dedans, et qui est un expert là-dedans. Et en fait, j'ai fait un appel sur les réseaux sociaux internes en disant voilà un problème. Vous nous avez dit il y a ce problème, on travaille sur une solution. Si vous êtes intéressé, levez la main. Top. Et en fait, j'ai eu, je crois, 100-150 candidatures. Bien sûr. Puis, il y a eu 50-70 personnes qui venaient, etc. Et donc, on a commencé en toute transparence à leur dire voilà, gardez ça pour vous. Donc aussi, tu vois, il y a un peu ce truc de communauté, on travaille sur quelque chose. Non, en vrai, c'était trop, parce que c'était trop bien, parce que c'est à eux, c'est pour eux, quoi. Un produit que moi je fais, je suis content parce que j'arrive à cliquer, et c'est joli, ça sert à rien. Et le garder ça pour vous, c'était à cause de la sensibilité à l'IA ou pas forcément? Non, pas forcément. C'était vraiment que, tu vois, moi, je préfère communiquer sur ce qui a été fait que communiquer sur ce qui va être fait. J'aime vraiment pas ça, tu vois, les roadmaps à 6 ans, etc. Ça, j'aime pas parce que dans le monde de la tech, encore plus dans l'IA, toutes les semaines, tu dois le savoir, ceux qui nous écoutent aussi, ça change tout le temps. Donc voilà, je voulais qu'on garde ça un peu secret. Donc voilà, on a monté ça en avril. Et donc, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a fait 2-3 petites anecdotes. Pendant que les utilisateurs testaient, petit à petit, on a commencé à grossir. Ils ont commencé à se dire entre eux. Et pendant qu'ils le testaient, on a changé, je crois, 3 fois d'architecture. Wow. On a fait 3-4 POC en quelques semaines, parce que ça marchait, ça marchait pas, etc. Et au final, et eux, ils ne le voyaient pas. Donc, on est parti aussi de ce constat. Un point important, c'est qu'il y avait un problème, et on le savait. J'avais essayé de le résoudre avant avec mon ancien job, et je n'y arrivais pas parce que la techno n'était pas là encore. Donc, il y avait une belle technologie. Et pendant que tout le monde parlait de Gen AI Prompt, les utilisateurs, l'employé lambda, moi qui est non technique, j'étais là, OK, je comprends ce que ça fait, mais je n'ai pas envie de savoir comment ça marche, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, ce n'est pas leur problème. Donc, on a vraiment essayé d'enlever tout ça, tu vois. J'essaye de ne pas parler de prompt, etc. Mais quand tu dis qu'on a changé 3-4 fois, vous avez quand même capté d'une certaine manière du feedback. Eux, ils ne voyaient pas les changements architecturaux, mais vous avez capté du feedback. Bien sûr, on se voyait tout. On n'avait pas un truc avec du feedback sur le produit, tu vois. Donc, on faisait des webinars, on envoyait des Word, on avait un groupe où ils m'envoyaient des mails pour me dire où j'avais fait un Forms ou je sais pas quoi, bref. Et donc, on prenait tout ça, on collectait tout le feedback et on leur disait vous avez dit ça, on a fait ça, vous avez dit ça, on a fait ça. Toutes les semaines. C'était même pas des sprints de 2 semaines, c'était toutes les semaines. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à grandir. Et après, en fait, on a lancé le MVP avec des fonctionnalités je peux tout faire comme un chat GPT normal ou un Perplexity ou autre, mettre un document, des questions, génère-moi, fais-moi une fiche de poste, etc. De manière safe chez Sanofi, on a tout construit le produit nous-mêmes. Alors, pas les modèles, évidemment, mais on a une architecture qui nous permet d'aller appeler plusieurs modèles, ce qui nous laisse en fait la possibilité de ne pas être coincé et puis de répondre mieux aux besoins. Dès le début, on avait eu l'intelligence, je pense, de faire ça. Et là-dessus, c'est en fonction
de la query, c'est-à-dire la question de l'utilisateur qu'on va router vers tel ou tel modèle. En général, c'est ça, mais c'est aussi la limitation des tokens. Ok. Parce que le succès de Concierge, c'est qu'il est très, très utilisé aujourd'hui. Et dès le départ, il a été très, très utilisé. On va en parler utilisé. Des chiffres après. Ouais. Et donc, on avait, tu vois, les token limitation, etc. Okay. Donc, il fallait aussi qu'on sache router un peu les queries un peu à droite, à gauche. Et donc, petit à petit, voilà, on a commencé à faire évoluer le produit avec un scope de dire, j'ai une question sur une question IT et une question RH, une question sur les achats, la facturation, etc. Toute la partie administrative qui était le premier pain point de ce que je savais des utilisateurs. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire grossir le produit. Maintenant, il peut booker des meetings pour toi, te mettre les liens Zoom. Il peut aller dans tes emails et te faire un summary ou te ressortir un truc d'une discussion que tu as eu, un thread avec 200 personnes qui répondent et dire, en fait, c'est ça qui s'est dit. Il va dans beaucoup plus de sources aujourd'hui. On a après 5-6 sources, toutes nos policies, etc. On est connecté aussi à des sites externes. On commence à développer plusieurs agents aussi. On commence à faire du Agentic AI, c'est le buzzword du moment, donc j'en parle. Ouais. Mais du coup, en quelques chiffres, parce qu'on a parlé d'il y a 1 an, 50 utilisateurs, état de POC. Là, aujourd'hui, en juillet 2025, Concierge, ça représente quoi alors aujourd'hui, effectivement, donc aujourd'hui, alors j'ai les chiffres de mai, mais je refais le calcul dans ma tête pendant que je parle. Aujourd'hui, un chiffre clé pour moi et pour le produit, ça a été de regarder le taux d'adoption. En fait, depuis qu'on a lancé, en fait le MVP, le minimum lovable product, plutôt, en octobre de l'année dernière. Et en fait, depuis, c'est là qu'on commence vraiment à calculer. On a touché 80% des utilisateurs de Sanofi, donc que ce soit les internes ou les collaborateurs qui travaillent avec nous, donc toute personne avec une adresse mail Sanofi. 80% de la workforce, il a utilisé au moins une fois. On a une 60aine de milliers qui reviennent assez souvent. C'est énorme, 60 000. Oui, c'est pour ça que je veux dire, on a dû revoir les token limitation. C'est énorme. Il y a une app mobile, il y a la partie desktop aussi. Donc, tu vois, ils l'ont partout maintenant sur leur téléphone. Et depuis qu'on a lancé, je crois, donc en mai, en juin, on était à 3 et je crois qu'on est à 4 millions de conversations qui ont eu lieu sur Concierge depuis. Donc, de queries, de discussions entre un utilisateur et du coup, pour construire tout ça en termes d'équipe, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on s'imagine que c'est quand même un beau paquebot comme ça, en tout cas, vu des chiffres. L'équipe ressemble à quoi? On a construit Concierge avec 5 personnes. J'avais 3 devs, un designer. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu, effectivement. Mais tu vois, la frugalité, en quelque sorte, dans le monde de la startup et de l'agilité, ça t'amène aussi à te focaliser sur vraiment what matters, tu vois, l'essence même de ce que tu essayes de faire. Et c'est aussi une fierté d'avoir fait ça avec très peu de budget et très peu de ressources. Mais j'imagine que ça va quand même grossir, parce qu'avec 60 000 utilisateurs actifs, 5 personnes, c'est compliqué de prendre des vacances. Si mon chef m'écoute, je pense qu'on va... En fait, c'est surtout avec la partie agentic et le nombre d'utilisateurs qui a explosé, le nombre de use cases aussi, on nous demande de plus en plus. Du coup, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être 2 questions. Comment vous priorisez? Parce que maintenant que vous avez quand même une consumer base aussi large, les différentes demandes, les retours, qu'est-ce qui vraiment a un intérêt de mettre des ressources sur tel ou tel sujet? Et 2, sur l'aspect coût. J'imagine que vous avez fait quand même une étude. Tu parlais de booker des meetings, d'aller dans les mails. Donc, il y a des solutions comme Copilot qui sont chères, mais qui existent. Comment à la fois vous maîtrisez les coûts par rapport à ces providers de modèles qui existent quand même et l'usage que vous avez et qui augmente, et aussi comment vous priorisez les use cases et la priorisation des features? Alors, la première question, je vais répondre au début sur les différents use cases, qui est un peu lié aussi sur la partie coût. On n'utilise pas du tout Copilot. Donc, c'est une solution qu'on a développée en interne. Et bon, je ne vais pas entrer dans les secrets de comment on a fait tout ça, mais on a construit tout ça nous-mêmes. Et c'est beaucoup moins cher que d'acheter des solutions pré-packagées. Et aussi, je pense que ça a construit la confiance de nos utilisateurs, donc des employés, en fait, en concierge. Et créer ce lien, tu vois, parce que les conversations sont confidentielles. On enregistre sur le device de la personne. Donc, il n'y a personne qui a accès à tes conversations. Et ça a construit un lien de confiance.
tu vois, quand tu as peur de l'IA, Ouais, ouais. tu vois, l'idée, c'est de leur donner qu'ils aient moins peur aussi de l'IA. Tu vois, au début, ça faisait peur. ChatGPT, il va me remplacer. Enfin, tu vois, on a eu cette discussion. Donc, il y a eu un peu ce volet-là. Et ce qui nous permet aussi aujourd'hui, alors évidemment, on regarde les coûts. On est par rapport à la valeur qui ressort, 2,1 heures en moyenne de temps gagné par semaine. 80% de nos utilisateurs disent que grâce à Concierge, ils prennent de meilleures décisions avec tous les use cases qu'ils peuvent faire, ça va plus vite, etc. Et 78%, je pense, ils disent que ça les aide dans leur équilibre vie perso, vie pro. Ok. Donc, il y a aussi ça qui rentre dans le Vous avez continué la bonne pratique de poser la question. Tout le temps. Et on priorise, Ouais. pour répondre à ta deuxième question. Moi, je priorise à 80% en regardant le feedback des utilisateurs. Ok. Je regarde ils nous parlent beaucoup. Je crois qu'on a 60 000 lignes de feedback. Wow. Et j'essaye, quand j'ai le business qui vient me voir, de corréler ça et de dire les utilisateurs, ils veulent plutôt ça. Ouais. Et d'essayer de trouver un peu ce terrain d'entente. C'est le plus difficile. Peut-être pour des décideurs qui ne sont pas aussi avancés que vous l'êtes chez Sanofi avec Concierge et qui peinent un peu dans l'adoption de solutions IA dans leur organisation, qu'est-ce que toi, tu recommanderais de mettre en place, fort de l'expérience là, que vous avez, en termes de bonnes pratiques, que ce soit d'organisation, d'outils, que sais-je, qu'est-ce que toi, tu recommandes à ces gens-là pour pouvoir actionner ces leviers et réussir l'adoption de leurs solutions? Je pense que la clé de l'adoption, elle est humaine. Donc, il faut vraiment établir ce lien. La partie humaine, je développerai un peu plus la partie humaine. 1. 2, je dirais ne pas penser use case, mais penser pain point. C'est très différent quand tu y réfléchis. Et le troisième, c'est ne pas avoir peur, ne pas aller avec un truc parfait. Donc je dirais ces trois points. On a parlé du why et de la data qui est un peu une fondation à ces trois, mais je pense que ces trois-là, c'est les plus importants. Quand je dis l'humain, donc on a construit le produit avec eux. Aujourd'hui, par exemple, on a établi ce lien. Nos utilisateurs sont ambassadeurs. Ouais. On a une communauté qui est en train de grandir où il y a des milliers de personnes. Ils et elles font des vidéos d'eux-mêmes en train d'expliquer ce qu'ils ont fait avec Concierge. Je dis toujours, les limites de Concierge, c'est les limites de ton imagination en tant qu'utilisateur. Ouais. Et donc, moi, j'y vais, je découvre des trucs, je me dis, mais j'aurais jamais pensé faire ça. Et tu as gagné. À partir du moment où les utilisateurs, entre eux, ont créé une communauté et se montrent les uns les autres comment ils créent de la valeur en utilisant l'outil, c'est que toi, tu n'as pas plus besoin de les convaincre. C'est exactement le point. Et ça, on l'a construit aussi. Et beaucoup de ces ambassadeurs étaient avec nous dès le début. Donc, l'humain, parce qu'on répondait à un besoin. Et c'est vraiment de leur donner les clés. Tu vois, de ne pas faire du top-down. Évidemment, je fais un peu de com, etc. On essaie d'organiser des réseaux d'ambassadeurs. On a des trainings, des webinaires, etc. pour élargir et faire connaître. Mais comme tu le dis, en fait, c'est ce que je me dis, c'est on a gagné en tant que produit parce qu'on a réussi à donner quelque chose et mettre dans la main de nos humains collaborateurs quelque chose qui leur apporte de la valeur et qui les aide dans leur quotidien. Une utilisatrice qui s'appelle Sophie, qui était avec moi à Vivatech, elle a dit cette phrase « Grâce à Concierge, je me sens comme une superwoman ». Ouais, c'est vraiment cette notion de « je suis augmenté par l'IA et par l'IA générative ». C'est un outil comme un autre. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième, sur les use cases versus les pain points, je discute beaucoup avec d'autres entreprises et les stratégies, c'est faut qu'on trouve le bon use case, le bon use case. Et en fait, je trouve que le bon dans Concierge, il y a 2 milliards de use cases faciles. Enfin, je sais pas, je ne sais même pas. Parce que tous les jours, il y a quelqu'un en fonction de son métier ou de son besoin va en découvrir un nouveau de use case. Donc, c'est plus quel est le pain point qu'on essaye de... C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vraiment... est à la base d'un problème que tu essayes de résoudre pour que tu arrives à faire j'aime beaucoup cette notion de job to be done, que tu as envie de mettre en place, et après construire un produit autour. Et du coup, le troisième, donc ne pas attendre que ce soit parfait pour se lancer. Ouais, c'est le principe même de l'agilité, mais c'est vrai que dans l'agilité, quand on fait du produit, on dit toujours qu'il faut tester avant de mettre en prod, etc. Et c'est vrai que moi et surtout avec l'équipe, on est très à l'aise avec l'imperfection.
Et c'est vrai qu'au début, nos utilisateurs, enfin les employés, au tout début de Concierge, ils disaient oui, mais ça fait pas ça, ça fait pas ça, ça fait pas ça. Ouais. Et j'étais convaincu qu'on allait, même si on n'y arrivait pas exactement à tout faire de tout ce qu'ils veulent, ils allaient voir l'évolution, même si c'était pas parfait. Et le fait de lancer des innovations, de mettre en prod, évidemment on teste avant pour voir si ça fonctionne, mais de mettre en prod et dire c'est pas parfait, on a réussi aussi avec le point 1 à construire cette notion de confiance, de dire ok, on fait ce que vous voulez, mais vous ne vous attendez pas à ce que ça soit parfait, et ils l'ont compris. Ouais. C'est une chose qui est très surprenante, parce que je suis dans ce fil depuis 5-6 ans au sein de Sanofi, dans la partie digitale. On a toujours eu l'habitude, dans les grands groupes en tout cas, d'avoir des grosses solutions qu'on achète, qui sont prêtes à l'emploi, etc. Et cette notion de on développe petit à petit et c'est pas parfait. Mais en fait, ça a réussi quand même à établir, évidemment, tu apprends, mais surtout tu établis cette notion de confiance et de dire, Concierge est aussi comme un humain, il est imparfait et il s'améliore en fonction de vos retours, de vos utilisations et de ce qu'on développe. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Je préfère délivrer peut-être 10, 20, 30, 40, 80% de la valeur plutôt que d'attendre 2-3 semaines de plus que ça soit parfait. Ouais. En étant transparent avec l'utilisateur. Ça, je pense que c'est aussi un des facteurs clés de succès. Et c'est très fort parce qu'il y a beaucoup d'organisations où on se donne des critères d'acceptance parfois délirants. Et en fait, on est dans un tunnel sans fin. Et alors oui, il y a des use cases qui se prêtent plus ou moins parce que en fait, une erreur peut être vraiment critique, etc. Et on ne veut pas que le modèle se trompe. Mais effectivement, avoir comme conviction et avoir le buy-in des gens qui utilisent la solution, qu'on accepte que ce ne soit pas parfait et en fait, collectivement, on va améliorer la solution. Donc, ce n'est pas juste en mode client-fournisseur. Je trouve que c'est très, très puissant. Trop bien. Merci Cyril pour tous ces échanges. On va peut-être finir avec 2 questions. La première, si tu devais recommander peut-être des réflexes ou des bonnes pratiques que toi, tu mets en place dans le cadre de ton boulot ou même d'un point de vue perso et qui te rend plus efficient dans le quotidien de ton travail, est-ce que tu peux partager ça avec nous ? La priorisation, le calendrier, évidemment, enfin, le rôle d'un product manager, comme dit mon Chief Digital Officer, si justement tu es un mini CEO de ton produit, c'est ne pas avoir peur de demander de l'aide. Tu n'es pas expert. Je ne suis pas expert en tous les sujets. Je ne suis pas un data scientist, je n'ai pas un PhD en data, je ne suis pas software engineer, je ne suis pas CX designer, je ne suis pas l'utilisateur et tous les utilisateurs. Donc, c'est vraiment savoir demander de l'aide. Et le premier que je disais, prioriser. Il y a 1 milliard de trucs à faire. Vraiment se poser les bonnes questions. Et c'est très, très dur. Et je ne sais pas si je pense que je sais que je ne le fais pas parfaitement. Mais c'est de constamment, on dit ruthlessly prioritize en anglais. J'aime beaucoup cette phrase. C'est vraiment sans condition. Enfin, il faut vraiment prioriser. Ne pas avoir peur de dire non. De dire non à des utilisateurs ou à des leaders ou des business owners qui viennent te voir en disant « Moi, c'est hyper important, il me faut ça. » Mais d'essayer de leur dire « Ok, je t'entends, je comprends. » Mais là, je ne peux pas parce que ABCD, mais je te propose quelque chose. Donc, toujours avoir cette formule avec le non, de dire non parce que, pas maintenant, peut-être après ou pas du tout. Et voilà, en contrepartie, ce que je te propose. Ça demande un effort, mais ça construit aussi ce lien. Parce que si tu dis oui à tout, tu ne peux rien faire. Donc, il faut vraiment se focaliser. Ok, super. Et peut-être une dernière question. Si tu recommandes un bouquin, une série, un film que tu aurais vu ces 6 derniers mois? Alors, une série que j'adore, que j'avais recommandé aussi à tout le pod qui travaille avec moi sur le produit, c'est une série sur Netflix, c'est une série limitée qui s'appelle The Playlist. Okay. Et en fait, c'est l'histoire de Spotify, du produit Spotify. Et donc, c'est plusieurs épisodes, et chaque épisode, il est sur un caractère. Un des membres de l'équipe fondatrice du produit. Donc, ça commence avec le founder, l'investisseur, le software engineer. Et en fait, c'est un cas d'école pour comment on construit des produits, comment on hack le système de façon évidemment légale et légitime, mais comment on essaye de nous hacker nous-mêmes en fait pour y arriver. Et c'est vraiment une leçon de vie si on est passionné comme moi dans le produit, quoi. Il part d'un besoin. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment magique.
Super, super. Écoute, merci beaucoup Cyril. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast et j'espère à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'AI Impact. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre 5 étoiles, commenter et à partager autour de vous. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou nous retrouver sur le site quickscale.ai. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'AI Impact. D'ici là, restez curieux, restez lucides et surtout, mettez l'IA au service de vos projets.